Elle appartient bien à Monsieur Moss. À première vue, on ne lui a rien volé du tout. Les enquêteurs reviennent alors au point de départ, à savoir la porte enfoncée. Elle indique qu'une personne s'est invitée chez George et que cette intrusion est à l'origine du drame. Cela fait penser à un règlement de compte. Je me pointe au boulot, tout est normal. Et puis mon cousin m'appelle et m'annonce que mon frère vient de se faire descendre. J'ai mis un sacré bout de temps avant de percuter. On venait pourtant de m'annoncer la mort de George. Et je réponds, qu'est-ce que tu racontes? C'est un sentiment indescriptible d'entendre que son fils s'est fait tuer devant chez lui. J'ai vécu la pire journée de ma vie et ça changera jamais. Quelque part, j'ai mis mon chagrin de côté parce que, au fond, je crois que j'y comprenais rien. J'étais complètement perdu. On me dit que mon cousin vient d'être assassiné. D'accord. Mais comment? Pourquoi? Connaissait-il son meurtrier? Voilà les questions qui tournaient en boucle dans ma tête. Pour l'état civil, c'était George, mais on l'appelait Buggy. Quand il est né, il ressemblait à un insecte. Ce surnom l'a suivi toute son enfance. Mon frère a toujours été un mordu de sport. Il était très sportif, on l'a su très tôt. Mais au football américain, il était vraiment bon. Vers 12-13 ans, George s'est mis au flag football. C'est le même sport avec moins de joueurs. Il adorait ça et moi aussi. Quand il courait pour marquer un touchdown, je le suivais du bord du terrain en criant « Cours, Buggy, cours !» On nous regardait de travers, mais c'était marrant. Il a joué dans les meilleures équipes de toutes les écoles qu'il a fréquentées. Et quand il jouait pas, il suivait les matchs à la télé. George a le charisme d'un meneur d'hommes. Ça se voit tout de suite, il dégage quelque chose que les autres n'ont pas. Il a ce petit truc en plus. Flynn Trayson remobilise ses troupes. Quand je prends les rênes de l'équipe de Lakeview Centennial, elle n'est pas au mieux. Mais je sais que George en sera l'un des piliers. Avec lui, on peut construire quelque chose. George, c'est un super joueur. Il est athlétique, rapide, et surtout, qu'est-ce qu'il aime jouer. Pendant 3 ans, George est un titulaire indiscutable en défense. Je peux vous dire qu'il nous aura sauvé la mise plus d'une fois. Belle affiche, ce match qui oppose les Patriots de Lakeview aux Eagles de Rowlett. Entre Lakeview et Rowlett, la rivalité est forte. Et c'est parti! On surnomme ce match le Derby du Lac. C'est la rencontre des écoles des rives opposées. Pour son dernier match, George fait son numéro. Les Pom Pom Girls de Lakeview Centennial encouragent leur équipe. La tension est palpable. Il y a des parents qui hurlent, qui courent. Ça me console, je suis pas la seule. Sur le plan défensif, George va réaliser des miracles dans les dernières minutes. 10 yards, 5 yards, il entre dans la zone et touchdown! Les Patriots n'ont pas dit leur dernier mot. Et finalement, on passe devant. Pour nous, c'est une superbe victoire. Il se prend un peu pour son idole, Randy Moss. On aura vécu de grands moments, c'est sûr. À l'époque, s'il avait fallu élire le joueur le plus exemplaire, le gars qui fait toujours les bons choix et qui a toujours la bonne attitude, je crois que George l'aurait emporté haut la main. Il se montre toujours respectueux envers ses pairs, ses profs ou ses coachs. Vraiment, c'est un jeune homme très attachant. Ensuite, George évolue au niveau semi-professionnel. Il intègre l'équipe de l'université A&M de Prairie View. Il joue pour les Rattlers, l'équipe semi-pro du Texas. À 30 ans, il n'a toujours pas raccroché les crampons. Il joue en semi-pro, mais une blessure va finir par l'éloigner des terrains.
Mais George a l'âme d'un éducateur. Il n'a jamais dévié de la voie que sa famille et les entraîneurs lui ont montrée et qu'il a suivi tout au long de son adolescence. Il voulait rendre l'appareil. Quand il n'a plus été en mesure de disputer de grands matchs, George est devenu entraîneur des moins de 13 ans. C'était un gars formidable, sur le terrain comme en dehors. C'est aussi pour ça que tout le monde a été bouleversé par la nouvelle de son assassinat. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Il a rien demandé à personne. Alors il mérite pas ça, c'est pas juste. Renseignement pris, George Moss est marié depuis 2 ans et demi. Le jour du drame, c'est l'un de ses voisins qui prend l'initiative d'alerter Mimi Moss, l'épouse de George. Elle était sortie faire des courses au moment des faits. À son retour, elle a été prise en charge par les agents dépêchés sur place. Elle est bouleversée. Elle explique que peu après le réveil, elle a voulu préparer un bon petit déjeuner à son mari. Mais il lui manquait quelques ingrédients. Madame Moss est donc sortie après avoir demandé à une amie si elle voulait l'accompagner. À nos agents, elle affirme être sortie de chez elle sur le coup de 10 heures du matin. Elle se trouvait encore à l'intérieur du magasin lorsqu'une voisine l'a appelée pour lui dire de rentrer au plus vite. Pendant l'enquête, Madame Moss déclare à plusieurs reprises que son mari n'est en conflit avec personne. Elle ne lui connaît pas d'ennemis. George Moss fait l'unanimité autour de lui. Lorsqu'une telle personne connaît une mort violente, il ne faut rien négliger. Il faut passer sa vie au peigne fin. On commence par retracer les grandes lignes. George est une figure dans le milieu du football. Il entraîne des jeunes et il lui arrive d'arbitrer des matchs. À titre personnel, cette histoire me touche. Ce sport occupe une grande place dans ma vie. Les arbitres sont très exposés, au même titre que les entraîneurs. Les parents sont furieux lorsque leur fils ne joue pas ou lorsqu'il ne gagne pas. Il a fallu imaginer toutes sortes de scénarios dans le but d'éliminer certaines pistes. A-t-il croisé, lors d'un match, une personne qui l'aurait suivi jusque chez lui? Être entraîneur ou être arbitre, ça peut être dangereux. Au Texas, le football américain, c'est le sport roi. Et il a le don de rendre les gens complètement dingues. Apprécié par ses collègues de travail, mari exemplaire, entraîneur d'une équipe de jeunes, alors mystère. Pourquoi George Moss a-t-il été tué? Je me branche sur les infos à la télé et j'en crois pas mes yeux. Qu'on veuille assassiner George, ça se peut pas. Je reçois un sacré choc quand j'apprends ce qui lui est arrivé. On ne sait pas si c'est un acte ciblé ou purement gratuit, mais tout le monde accuse le coup. C'est une belle personne. George, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie, que tout le monde respecte. En sortant de la fac, George trouve du travail à l'office HLM du comté de Dallas. Il adore son métier et il gravit rapidement les échelons au point de devenir directeur. Il n'a pas choisi cette carrière par hasard. Cette volonté d'aider les gens, il l'a chevillée au corps depuis toujours. George est de ceux qui se mettent au service des autres. Il s'engage dans le social parce qu'il souhaite que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête. George avait plusieurs casquettes. En dehors de ses fonctions au sein des services sociaux du comté de Dallas, il entraîne un groupe de moins de 13 ans. Et à l'occasion, il arbitre des matchs. Un jour, j'apprends que George est devenu arbitre. Ça m'a beaucoup touché. J'étais sûr qu'il excellerait aussi dans ce domaine. Je dirais même qu'il était taillé pour ça. Il savait être à l'écoute, mais il ne se laissait pas déstabiliser facilement. Ce sont des qualités essentielles pour qui veut devenir arbitre. Les arbitres sont souvent dans la ligne de mire. Il arrive que les décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas énervent pas mal de monde.
Dans le cadre de l'enquête, il est normal de se pencher quelque temps sur les matchs qu'il a arbitrés. Peut-être que ça a chauffé avec un entraîneur adverse ou les parents d'un joueur. Dans bien des familles, un enfant tel dans un sport populaire devient une sorte de poule aux œufs d'or. Certains parents sont prêts à tout pour protéger leur enfant, ou plutôt leur investissement. Regardez ce qui s'est passé sur le terrain du lycée d'Edinburgh au Texas. Un joueur mécontent de son expulsion est allé plaquer l'arbitre. Ça devient grave. Plusieurs arbitres se sont fait agresser. Ce n'est plus du football. Normalement, on joue pour s'amuser. Blessé à l'épaule, Plusieurs arbitres se sont fait agresser. Ce n'est plus du football. Normalement, on joue pour s'amuser. blessé à l'épaule, l'arbitre a été placé en observation car on craint une commotion cérébrale. La direction de l'école espère qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne fera pas d'émule dans le football scolaire. L'affaire est-elle liée à un match qu'il a arbitré? Est-ce que quelqu'un a voulu se venger? Pendant quelques jours, les enquêteurs font du porte-à-porte. Ils demandent à ses voisins s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Dans la plupart des cas, ces personnes répondent qu'elles n'ont rien vu, rien entendu et surtout pas de coup de feu. Un voisin déclare toutefois avoir assisté à une dispute entre George et un homme d'origine hispanique quelques jours plus tôt. Un homme à bord d'un pick-up, visiblement énervé après George. Les enquêteurs se posent alors la question. Cette altercation, mais ces analyses ne permettent pas d'isoler d'ADN ni d'empreintes. En tout cas, rien qui permette d'accuser qui que ce soit. Nous n'avons jamais été en mesure d'identifier l'homme au pick-up avec lequel George Moss s'est disputé près de chez lui. L'enquête est longtemps restée au point mort. On ne trouvait personne qui aurait pu lui en vouloir. Dans chaque enquête pour homicide, les soupçons se portent d'abord sur la famille immédiate, le mari, la femme et les parents proches. On est tous un peu sur les nerfs. On a tellement de mal à comprendre ce qui a pu causer un tel drame. Quelque chose de très grave vient de se produire. La première question que je me suis posée, c'est « Et Mimi, elle est blessée ?» Puis j'apprends qu'elle n'était pas chez elle à ce moment-là. Elle faisait des courses. Quand je demande à Mimi de me raconter sa matinée, elle me dit « Je suis sortie faire des courses. George m'avait demandé d'acheter ceci, d'acheter cela. » En l'écoutant, je me dis « Bon, d'accord. » Mais je trouve que son histoire ne tient pas debout. George est seul à la maison, elle s'en va, et pendant ce temps-là, il meurt. Est-ce une coïncidence ou pas du tout? À un moment donné, on se dit, hey, si c'était elle qui avait fait le coup. Sa femme est-elle la meurtrière qui, une fois son forfait commis, s'enfuit mais se trouve un alibi? 30 ballons ont été lâchés dans la nuit texane en hommage aux 30 années que George Moss a passées sur Terre. C'était un sportif accompli et quelqu'un d'important dans la communauté associative. La population voulait lui rendre hommage, se réunir, parler de ce que George représentait pour eux. Il fallait marquer le coup et c'est ce qui a été fait. Un rassemblement a été organisé sur le parking de son école. Il y avait du monde. C'était un drame bouleversant. En seulement 30 ans, George avait fait tant de bien autour de lui. Une foule émue a pu exprimer son chagrin. On t'aime, George! Son épouse, sa famille et ses amis étaient présents pour une veillée en son hommage. George avait le cœur sur la main. Il aidait tout le monde, des bébés aux personnes âgées. C'était une veillée magnifique. Cela en dit long sur la personne qu'on venait de perdre. Cette foule qui voulait lui rendre hommage, on n'en revenait pas. Ces gens ont mal et ils sont en colère parce que George, leur George, vient de connaître une fin atroce.
George Moss était un running back d'exception. Son ancienne école avait d'ailleurs fait retirer son numéro. Et ce soir, le maillot a été remis à sa famille. Je l'ai gardé. Ce maillot qui porte le numéro 3 floqué à son nom est toujours accroché dans une pièce de ma maison. C'était une délicate attention de la part de la direction de l'école. C'était adorable, mais douloureux aussi de voir défiler tous les jeunes de sa promotion, les élèves actuels. Je dois dire que c'est un moment que je n'oublierai jamais. George et Mimi se sont rencontrés à la fac. C'était un tombeur, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Elle lui a donné envie de fonder une famille. Avant toute chose, il voulait l'épouser. Quand il m'a annoncé qu'il allait lui demander sa main, il m'a montré la bague de fiançailles. Il était très heureux. Il l'a invité au restaurant et il lui a posé la question. George et Mimi se marient donc en 2012, au mois de septembre. Ils forment un couple solide, mais c'est souvent le cas chez les jeunes mariés. Ils avancent dans la vie sans se prendre la tête. L'important, c'est d'être ensemble. Mimi envisage de reprendre ses études, mais surtout, le couple veut des enfants. Ils se disent que c'est enfin le bon moment. Peu après leur mariage, ils se font construire une maison à Forney. Au total, ils n'y auront vécu que 2 ans et demi. On a fêté Thanksgiving chez eux. On peut dire qu'on est toujours restés proches. Toujours est-il qu'au début de l'enquête, la police n'écartait aucune piste. Tout le monde est suspect. Les enquêteurs épluchent le téléphone de sa femme. Ils ont fait un vrai travail de fourmi pour tenter de comprendre en détail ce qui s'est passé. D'après plusieurs de ses collègues, qui étaient aussi les miens, il y aurait de l'eau dans le gaz entre George et sa femme. Il a souscrit une assurance vie, mais il a confié à plusieurs personnes qu'il compte désigner une autre personne bénéficiaire. Nous recevons 2 témoignages discordants. Le premier nous explique que le couple traverse une passe difficile et changer le nom de la bénéficiaire. Bonjour, sergent Frierson. Vous connaissez déjà le sergent Stewart? Oui, bonjour. Nous interrogeons donc Mimi Moss afin qu'elle nous explique en détail tout ce qui s'est passé lors des derniers jours de la vie de George Moss. On se réveille, on se lève, on commence à cuisiner pour Thanksgiving. Et après ça, on est allé chez sa mère pour fêter Thanksgiving en famille. Le vendredi, ils s'en vont fêter Thanksgiving en famille. C'est à 2 pas de chez eux. Le même jour, George assiste à un match de football en compagnie de son frère. Un match comptant pour les playoffs. C'est un sport qu'on suivait de près, division scolaire, universitaire, NFL. Puis George revient chercher sa femme et il rentre à la maison. Puis George revient chercher sa femme et il rentre à la maison. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le samedi matin, on se réveille, je lui dis bonjour, il me répond et comme chaque matin, on s'embrasse et on s'enlace. Elle veut lui préparer un bon petit déjeuner. Elle affirme avoir quitté la maison vers 10h pour se rendre au centre commercial en compagnie d'une amie. Est-ce que vous remarquez quelque chose en partant? Quelque chose qui sorte de l'ordinaire? Non, rien de spécial, en tout cas, j'ai rien remarqué. Les 2 amis s'en vont faire des courses, mais Madame Moss reçoit un coup de fil de la part d'une voisine. Elle lui dit qu'elle doit tout de suite rentrer chez elle. Je dis, bon, j'arrive, je dépose et je fonce vers la maison. On lui dit de venir en urgence, mais elle prend le temps de déposer son ami. Voilà une déposition plutôt étonnante. Et vous n'avez pas la moindre idée de qui aurait pu lui vouloir du mal? George, c'était la bonté même, il aimait les gens. Nous décidons alors de convoquer l'ami qui accompagnait Mimi durant ses courses.
Elle nous apprend qu'elles sont allées prendre un petit déjeuner sur le pouce avant de se rendre à l'hypermarché. Un petit déjeuner? C'est bizarre. Mimi est justement sortie pour acheter de quoi en préparer un à la maison. Ce n'est pas très clair. Vient le tour des collègues, selon lesquels George et Mimi traversent une mauvaise passe. Il y aurait même du divorce dans l'air, mais personne n'est en mesure d'affirmer que George a tenu de tels propos. Quant à son assurance vie, la personne bénéficiaire est restée la même. C'est normal d'enquêter sur le conjoint. Il y a quelques points à éclaircir. Mais si c'est pas elle, alors c'est qui? Au bout d'une semaine, la police n'a toujours rien trouvé. Elle ne tient même pas l'ombre d'un début de piste. Et ça, c'est vraiment pas normal. Et là, miracle. Un voisin du couple Moss se rappelle tout à coup d'un véhicule suspect. Il dit l'avoir vu se ranger entre leur maison et la sienne le jour de l'assassinat de George Moss. C'est une voiture comme on en voit peu dans le quartier. C'est pour ça. Il nous décrit une berline noire dont la fenêtre passager est recouverte d'un sac poubelle. Nous devons faire parler les vidéos de surveillance. Des vidéos transmises par des commerçants ou des voisins pour identifier la berline noire. En bas de la rue où se trouve la maison des Moss, une maison est en construction. Le constructeur avait installé une caméra pour surveiller les abords du chantier. Sur une des vidéos, on distingue sans équivoque une voiture dont la vitre avant, côté passager, est recouverte de plastique noir. Mais nous jouons de malchance, car il pleuvait. Les essuie-glaces masquent le visage du conducteur. Mais on veut en savoir davantage sur cette mystérieuse voiture. George a-t-il croisé son conducteur ou ses passagers au match? Moss a-t-il des ennemis? Qui aurait pu lui en vouloir? Et pourquoi? Dans la famille, tout le monde vibre pour le football américain. C'est notre sport préféré et on est tous supporters des Cowboys de Dallas. Ça fait même partie de notre ADN. Mais George, lui, soutient une autre équipe. Les Eagles de Philadelphie. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Du jour au lendemain, il ne jurait plus que par Philadelphie. C'est pas une mince affaire. On a bien tenté de le raisonner, mais rien à faire. Lors de nos réunions de famille, on regardait toujours le match des Cowboys. C'était très marrant parce qu'on n'arrêtait pas de se chambrer. Et à ce petit jeu, George n'était pas le dernier. Il était génial comme gars. L'enquête avance à tout petits pas, jusqu'au jour où nous recevons l'enregistrement de la caméra de sécurité de la maison en construction. On ne voit toujours pas qui se trouve à bord, mais cette fois, la plaque est lisible. Nous interrogeons le fichier central. Résultat, cette voiture noire a été signalée comme volée à Dallas. Quelques jours après le meurtre de George Moss, elle a été impliquée dans un accident suivi d'un délit de fuite ayant donné lieu à une poursuite. Les occupants s'étaient ensuite cachés dans un complexe locatif du sud de Dallas. Malheureusement, la police n'a pas été en mesure de les retrouver et de les appréhender. Nous finissons toutefois par mettre la main sur cette voiture et nous la faisons analyser. Les analyses ADN prennent toujours un temps fou. Mais il a suffi de quelques minutes pour tomber sur un ticket de fast-food qui traînait dans l'habitacle. Je me rends, en compagnie de mon adjoint, à ce restaurant afin d'obtenir des images et d'identifier les occupants. Mais une fois de plus, pas de chance. La caméra qui filmait la file de voitures était cassée. Pour couronner le tout, ils ont payé en liquide. Impossible de remonter jusqu'au client. Bref, nouvelle impasse.
La voiture ayant été abandonnée dans un complexe résidentiel, nous faisons imprimer un flyer d'échec au crime en prenant soin d'incruster la photo de la voiture noire. Une récompense est promise pour toute information menant à l'arrestation des personnes impliquées dans le meurtre de George Moss. La police placarde des affiches un peu partout, en espérant que quelqu'un se manifeste. Nous frappons à toutes les portes et nous échangeons avec toutes les personnes présentes qui ont bien voulu nous ouvrir. Personne ne dira un mot en notre présence. Nous n'obtiendrons pas la moindre information. Mais environ une demi-heure après notre départ, nous recevons quelques tuyaux. Un locataire appelle. Il prétend savoir qui se trouvait dans la voiture. Ce coup de fil allait faire avancer l'enquête. Pour résumer, cette personne nous jure qu'elle n'était pas dans la voiture au moment des faits, mais elle sait qui s'y trouvait. Notre informateur est un certain Dayon Friday. Il nous confie avoir pris place à bord de la voiture à un moment donné. Pour être plus précis, c'était plusieurs jours avant le meurtre de George Moss. Il a dû se dire qu'il valait mieux appeler la police. Il se rend de lui-même au bureau du shérif. Le lundi matin, j'apprends que ce fameux Dayon Friday a été arrêté pour vol par effraction à Dallas, dans le quartier d'Oakland. Une piste sérieuse. Nous le faisons donc sortir de sa cellule le temps d'un petit interrogatoire. Il y déclare que son cousin est impliqué dans le meurtre de George. Son cousin était mineur. Et il y avait dans la voiture un jeune homme de 16 ans. Bien qu'il soit mineur, nous devons l'interroger. Nous comptions le faire en présence de sa mère et de son avocat. Le jeune homme dit connaître les noms des passagers de la voiture au moment de la tragédie. Il déclare ensuite qu'on est passé le chercher le matin du meurtre et nous livre le nom des 3 autres personnes présentes dans la voiture. Outre Henry Davis, Dayon Young et lui-même, il y avait un 4e homme, Big Bro, de son vrai nom Jarvis Kimball. En reconstituant le fil des événements, l'accusé explique aux enquêteurs qu'ils se sont arrêtés dans une station-service pour prendre de l'essence. Il nous explique aussi qu'il s'est assoupi sur le parking de la station-service et qu'il s'est réveillé chez lui. Il nous assure qu'il dormait au moment du meurtre de George Moss, tout en admettant donc qu'il se trouvait dans la voiture. Face à un suspect, c'est dur de mettre son intuition de côté. Et pour le coup, mon intuition me fait douter de sa sincérité. Je demande à la station-service de me remettre leurs enregistrements vidéo. Sur les images prises par la caméra de surveillance, on distingue très bien qui sort de la voiture et qui entre dans la boutique. À l'intérieur, on les voit très clairement acheter de l'adhésif et des sacs plastiques. Et on les retrouve à la sortie, sur le parking, en train de recouvrir la vitre brisée. Après avoir visionné ces séquences, nous sommes en mesure de savoir qui est monté dans la voiture, à quelle place et qui était au volant. Il s'avère que le plus jeune des 4 était assis à l'avant, côté conducteur. T'étais au volant, mon grand. T'étais pas en train de dormir. Il faut compter à peu près 10 minutes pour se rendre de la station-service au domicile de George Moss. C'est un élément de plus. Les 4 suspects se trouvent bien à bord de la voiture noire, 10 minutes avant le meurtre. Sur ce point précis, les preuves sont plutôt accablantes. Maintenant, c'est à nous de passer la vie de ces 4 individus à la loupe. Est-ce que l'un d'eux connaît George? Sinon, pourquoi diable ont-ils ciblé cette maison? Connaissent-ils Mimi? Si oui, quel est son rôle dans l'histoire? Grâce aux images provenant des caméras de sécurité de la station-service et de celle du chantier, nous avons de quoi procéder à l'arrestation de Henry Davis, Dayon Young, Jarvis Kimball et le mineur. Il faut savoir que tous les appels des détenus sont enregistrés. On ne sait jamais. Le moindre indice est susceptible de faire basculer une affaire. Bonjour, cet appel en PCV provient de détenu à la prison du comté de Dallas. Il se passe quoi là? On parle de toi en boucle aux infos. En ce moment? Comme quoi t'aurais participé à un cambriolage. Ils disent que le propriétaire de la baraque est mort.
Ils sont en train de te coller ça sur le dos, alors dis-moi, t'étais dans le coup ou pas? Nous avons donc 4 suspects. Henry Davis, Dayon Young, Jarvis Kimball et un mineur déjà en garde à vue. Et nous devons déterminer si pour un quelconque mobile, ils auraient pu tuer George Moss. Sans oublier, bien évidemment, un lien éventuel entre les suspects et sa femme. Dayon Young. Vous allez bien? Oh, moi ça va. Et toi, ça va? Dayon Young nous affirme sa présence le jour du meurtre. Il se trouvait bien dans la voiture avec le mineur, avec Henry Davis et avec Jarvis Kimball, alias Big Bro. Vous sortez de la station-service. C'est ça. Et après? Ah, on roule un peu, et puis au bout d'un moment, Big Bro dit « C'est cette maison juste là ». Jarvis souhaite cambrioler une maison. Et il a dit quoi? Il a dit « Il n'y a personne, donc on va la cambrioler ». Ils vont enfoncer la porte. Tu me montres? Big Bro passe devant. Et toi, t'es où? Au moment où il défonce la porte, j'étais là, juste derrière. Mais il tombe sur George, lequel se défend. Je vois que ça part en torche. Big Bro dégaine, il tire. C'est la vérité, monsieur. Big Bro tenait-il une arme en enfonçant la porte ou l'a-t-il sortie après? Je crois bien qu'il l'a sorti de sa poche. Mais c'est allé si vite. Et pourquoi cette maison? J'en sais rien. Ça faisait super longtemps qu'il l'avait choisi. Ils se sont dit que la maison de George Moss était vide. Au moment où ils forcent la porte, ils ne s'imaginent pas qu'ils vont tomber nez à nez avec George. La porte est en triste état, elle a bien été enfoncée. Le témoignage de Dayon Young semble plausible. Les circonstances du meurtre sont claires. Tout semble indiquer, preuve à l'appui, que c'est Jarvis Kimball qui a tué George Moss au cours d'un cambriolage qui a mal tourné. En ce sens où les intrus sont tombés sur le propriétaire des lieux quelques secondes après avoir forcé la porte d'entrée. Il n'existait aucun lien entre les 4 suspects et le monde du sport, qu'il s'agisse d'entraînement, d'arbitrage ou de match. En revanche, existe-t-il un lien entre Madame Moss et les suspects? Il convient de se pencher également sur cette question. Nous consultons donc les relevés téléphoniques afin de vérifier la présence d'échanges de SMS ou d'appels entre Mimi et eux. Et il s'avère que non. Rien ne la relie à ces hommes. C'est un pur hasard. Suite à l'inspection des données contenues dans le téléphone de monsieur et madame Moss, celle-ci a été mise hors de cause. Elle n'avait commis aucun délit. Mais pourquoi les malfrats ont-ils choisi cette maison-là? Pourquoi? Tout le monde veut connaître la réponse à cette question, à commencer par sa famille. Il lui faut des réponses pour surmonter l'épreuve. Les personnes qui ont croisé sa route, les gamins qu'il a coachés de match en match, toutes ces personnes ont besoin de savoir. Dans leur tête, plus rien ne sera comme avant. Jarvis Kimball ne dira rien à la police. C'est le seul des 4 suspects qui va se murer dans le silence. Il n'a pas plaidé coupable et nous n'avons pas été en mesure de prouver sa culpabilité. Seulement voilà, dans ma routine quotidienne, j'écoute systématiquement les appels passés entre les détenus et leurs familles. Ils avaient un mandat pour me glisser un coton-tige dans la bouche. Espérons que t'as pas laissé d'ADN. Si tu t'embrouilles avec un gars et qu'il te griffe... Mon ADN, ils vont le trouver dans la caisse. La caisse? Ouais. Il a dû se dire, il y a mon ADN et mes empreintes dans la bagnole. Nous effectuons donc des prélèvements ADN et des relevés d'empreintes. Les résultats nous parviennent, mais aucun élément nouveau ne permet d'établir de lien entre Kimball et les prélèvements effectués.
Allô? Jarvis, il y a le raid qui déboule chez ta mère. Ils ont pété la porte et les fenêtres. De ce que j'ai compris, ils cherchent un flingue. Un flingue? C'est ce qu'ils ont dit? Ouais. Nous obtenons un nouveau mandat pour mener une perquisition au domicile de Jarvis Kimball à Dallas. Mais nous n'y trouvons aucune arme à feu qui aurait pu servir à tuer George Moss. Ils ont rien pris? Si, des téléphones. Le bleu que tu viens d'acheter et aussi l'autre, le blanc. Ouais. J'avais déjà effacé les textos et les photos de marijuana. Je les ai pas attendus. Ils veulent tout te mettre sur le dos. Qui ils? Dayon et Henry. T'as intérêt à préparer une version qui tienne la route. Mais je te le demande quand même. Est-ce que tu es dans le coup? Non, non, nos appels sont sur écoute. Si vous n'y êtes pour rien, et qu'on vous demande de répondre à la question par oui ou non, pourquoi ne pas dire non? Voilà un indice précieux, d'autant que la réponse ne lui a pas plu. Tu te souviens de nos réponses codées? Alors réponds-moi avec un truc qui rime. Cray ou plot? Cray. Quoi? Cray. Non. Cray, ça rime avec vrai. En s'aidant d'un stratagème, Kimball avoue à sa mère qu'il a bel et bien assassiné George Moss. Et vous, que répondriez-vous? Jamais de la vie, maman. Tu es quelqu'un, c'est inimaginable. Je n'y suis pour rien, moi. Or, Kimball a répondu, Cray. Les accusés plaident coupables pour homicide volontaire. Jarvis Kimball écope d'une peine de 33 ans. Dayon Young, lui, est condamné à 25 ans. Henry Davis à 20 ans. Quant au mineur, il va devoir passer 15 années en prison. L'égoïsme et la convoitise mènent parfois à des drames terribles. Le manque est toujours là. C'est une perte terrible pour tout le monde, pas juste pour moi. J'ai de la peine pour les personnes qui l'aimaient, c'est-à-dire tout le monde. Vous avez assassiné un type formidable. Vous avez tué un fils qui avait en lui un potentiel incroyable, un potentiel que vous n'aviez pas. Vous nous avez enlevé quelqu'un que nous aimions si fort. Et nous devrons supporter cette injustice jusqu'à la fin de notre vie. Alors pour vous, la moindre des choses, ce sera de supporter cette incarcération qui vous coûtera les plus belles années de votre vie. On a continué à recevoir de l'argent bien après sa mort. Je ne voulais pas le dépenser pour des choses futiles. Alors pour honorer sa mémoire, j'ai eu l'idée de créer une bourse à son nom. Chaque dollar que les gens m'ont envoyé pour témoigner leur affection, je l'ai investi dans une bourse d'excellence. Le fait d'avoir créé une bourse à son nom, cela veut dire que George faisait l'unanimité, aussi bien dans sa communauté que dans son école. En plus, ça reste dans l'esprit du sport. Quand on s'implique dans un sport, on le fait à fond, en se mettant au service de la communauté. Ce qu'on lui donne, elle le rend au centuple à des familles entières. Chaque année, nous décernons une bourse afin de permettre à un individu d'exception de poursuivre sa scolarité. Il y a des critères à remplir, notamment la rédaction d'une lettre d'intention. Il faut avoir de bons résultats scolaires, faire du bénévolat. Nous avons décerné une première bourse en mai 2016 et nous avons bien l'intention de continuer. Aujourd'hui encore, tous les membres de la famille me donnent un petit quelque chose dès qu'ils ont une petite rentrée d'argent imprévue. Ces sommes sont versées aussitôt à la bourse George Moss. Si George était encore parmi nous, la question que j'aimerais lui poser, c'est... Est-ce que tu vas enfin soutenir les Cowboys cette année? Ou comptes-tu rester un traître et applaudir les Eagles? Je pense à lui à chaque match entre les Cowboys et les Eagles, quel que soit le résultat. Et je penserai toujours à lui, jusqu'à la fin de mes jours. C'est en foulant la pelouse chaque vendredi soir que George est devenu l'homme qu'il était. Alors j'aime me dire que les gamins qui disputent ces matchs auront une pensée pour lui et qu'ainsi, ils perpétueront son souvenir.
Quand les Eagles de Philadelphie ont remporté le Super Bowl, je suis quand même allée fleurir sa tombe. Je tenais à lui dire que son équipe préférée avait gagné, même si je reste une fan inconditionnelle des Cowboys. J'aimerais pouvoir dire à la terre entière quel type de personne et quel type d'homme était mon fils. George était un jeune homme foncièrement gentil, doux et adorable. Je l'aime si fort, il me manque.